journée moteur. Il s'agit de la 30e édition des 24 heures camions et nous sommes en compagnie de Franck Lagorce. Bonjour Franck. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous et à toutes. Alors on va parler de ce rendez-vous incontournable. Tout a commencé en 1981 où il y avait 37 camions engagés. L'initiative à mettre à l'actif de Max Meignier, animateur de l'émission Les routiers sont sympas sur RTL. Et depuis, eh bien, c'est un succès sans précédent. À l'époque, c'était les premières courses de camions. Regardez ces gros mastodons. Eh bien, on va suivre ce rendez-vous incontournable avec pas moins de 3 finales. Le championnat d'Europe, la Coupe de France et de la voiture, les NASCAR Willem Euro Series. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ce sont des vrais véhicules de course. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait cette compétition. Je pense à Ludovic Faure, Alain Ferté, Guillaume Gomez. C'était une voie pour eux différente de ce que l'on avait l'habitude à l'époque, nous, d'aller en monoplace. Il y a des excellents pilotes dérivés aussi de la monoplace. Bien voir, et franchement, c'est juste là, énorme. Avec tous les camions. À mon avis, ça doit être quelque chose, ça. Tous les camions lancés à cette vitesse-là, qui gère la vitesse, qui passe, qui reste sur le côté, ça va être intéressant. Et vous avez reconnu Omar Sy qui était présent pour l'événement. On va voir ses impressions. Le pilote, il se promène avec 5 tonnes. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Il gère la glisse avec ce poids-là. C'est de la maîtrise de dingue. C'est de la maîtrise de dingue. En fait, je regardais plus souvent lui que la route. Parce que ça m'éclatait de voir comment il se promenait. Il s'est hyper pressé. Il se régale, quoi. C'est des mômes, quoi. C'est génial. On a 5 ans quand on est là-dedans. Éclatez-vous. Éclatez-vous. Prenez du kiff comme j'ai fait, moi. C'est un endroit de kiff ici, en fait. C'est les 24 heures du kiff, faut l'appeler. Faut changer de nom. Alors 24 heures du kiff ou pas, on va commencer par eh bien, la Coupe de France avec un titre qui était à décerner. On va parler des caractéristiques un petit peu de ces engins. La puissance, on tourne aux alentours, on est à plus de 1000 chevaux en championnat de France. La cylindrée, c'est 13 litres maximum. Le poids, 5 tonnes 5 minimum à répartir entre l'essieu avant, poids mini 3 tonnes 3 et 2 tonnes 2. Et regardez ce peloton. Tout de suite, la piste devient un peu moins large. On est quand même sur le circuit Bugatti. Là, on est sur une partie du circuit qui accueille les 24 heures du Mans. Et c'est vrai que ce sont des mastodontes, mais en même temps, à piloter, ce qui est assez extraordinaire, c'est super agile. Il faut savoir que la vitesse est bloquée à 160 km/h en vitesse de pointe, obligatoirement, en course. Et ça peut prendre jusqu'à 250 km/h. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette catégorie, cette discipline, c'est ce survirage. À chaque fois que l'on accélère assez fort, bien sûr, avec cette puissance, eh bien ça survire et le pilotage est vraiment très très sympa, pour en avoir parlé avec quelques-uns de mes petits collègues, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il y a une vraie gestion de pneumatiques à avoir, parce que en un tour on peut carrément faire exploser les températures de pneus et en même temps perdre complètement définitivement l'arrière. La pression met trop de temps à redescendre. Des pneus qui sont limités en championnat d'Europe, ils sont au nombre de 6 par journée, donc c'est vraiment un paramètre très très important à gérer. Et en ce qui concerne la Coupe de France, eh bien, en arrivant au Mans, qui était la finale, Lionel Montagne avec le numéro 4 et Thomas Robineau étaient exactement à égalité de points, 178 chacun. Ils vont se départager au terme des 4 courses du week-end. Ouais, et puis c'est un succès total, hein, ces courses. Regardez, je vous parlais de survirage. C'est le maître mot dans cette discipline, le survirage. Un blocage de roue. Ah, là, ça sort un petit peu large, parce qu'il y a un moment, on ne peut pas freiner plus tard. On ne peut pas aller au-delà des limites. Et vous entendez le public, plus de 52 000 personnes encore ce week-end. On a explosé le record. L'année dernière, la CO avait réuni pratiquement 48 000 personnes. Et bien là, on est à 52 000 et quelques personnes. C'est juste extraordinaire, cet engouement pour ces courses spectacles. Et regardez l'arrivée au finish avec Thomas Robineau qui termine 2e derrière son frère Jérémy. Et au championnat, c'est la bonne opération pour Thomas, et bien, qui s'échappe par rapport à Lionel Montagne qui se classera 3e. L'année dernière, j'ai fait mes 30 ans de compétition. On est avec Noël Crosby, le plus vieux pilote du plateau. Camion. Et derrière ça, j'ai 11 ans d'automobile, ce qui me fait 42 ans de compétition officielle au sein de la Fédération française du sport automobile. On a l'espoir de vous revoir encore l'année prochaine pour la prochaine saison?
Me voir, oui, j'espère bien. Maintenant, l'avenir, il est plutôt derrière moi que devant. Donc, en tant que manager d'équipe, tout ça, j'aimerais que ça continue. Donc, je ferai tout en sorte que ça continue. Mais j'espère bien un petit peu décrocher. J'ai 30 ans. Je viens du rallye, donc j'étais pilote officiel Peugeot Sport l'année dernière en championnat d'Europe avec une Peugeot 207 Super 2000. Et voilà, et donc là je suis venu au camion un peu par hasard et j'espère que ça va bien se passer. Vous avez déjà une expérience dans le camion ou c'est la première fois? C'est la première fois que je conduis un camion et première fois aussi sur circuit avec un camion, donc j'ai vraiment tout à découvrir ce week-end. Comment vous le sentez le camion par rapport à une voiture? Bah, c'est plus lourd, il y a beaucoup plus d'inertie au freinage, c'est quand même plus compliqué. Surtout que ce matin on a eu des conditions un peu difficiles avec du brouillard et de l'humidité, enfin pas mal de pluie même. Donc bon, les conditions de prise en main sont un peu délicates, mais je pense que ça va le faire. Pour le moment c'est un coup pour voir, après j'espère que si ça me plaît et si les performances sont au rendez-vous, pourquoi pas envisager de faire une saison l'année prochaine. J'ai adoré cette question, si on avait une expérience dans le camion, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ce jeune homme il a un CV, mais Monsieur Croisier, j'ai dit bien monsieur, a été champion de France, vice-champion d'Europe, champion d'Espagne. C'est un grand monsieur, plus de 31 ans dans la discipline, c'est énorme, c'est Monsieur Camion. Et il est 3e du championnat 2014, même s'il compte arrêter, ce sera sur un podium final. Et Jérémy Ancien, pour l'anecdote, c'était un ancien concurrent de Sébastien Ogier dans le cadre du volant 206. Et Sébastien Ogier, après, quand il est devenu pilote professionnel, l'a aidé à relancer sa carrière en Coupe de Marque, en volant 207 exactement. Et oui, parce que en fait c'est vraiment accessible déjà, et puis en même temps c'est complètement atypique comme pilotage, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes. Quand je vous parlais tout à l'heure de certains de mes collègues pilotes, c'était des gars qui étaient déjà en Formule 3000, qui ont fait les 24 heures du Mans comme Alain Ferté, donc automatiquement voilà, il y a quelque chose dans cette discipline. Par contre c'est vraiment très spectaculaire, ça va tout le temps en contact, il faut être un peu fou pour faire ce genre de discipline, faut pas en rigoler du tout, parce qu'il y a un niveau extraordinaire de pilotage, et quand ça va au contact, ça va très fort au contact. Moi j'ai beaucoup de respect pour ces pilotes. Vous voyez un petit peu les freins ici à l'image. Et oui, parce que les freins, il faut savoir que le système de frein, bon, c'est sûr qu'il y a un système anti-blocage avec de l'assistance. Il y a un système, alors c'est l'anti-patinage bien sûr, il est interdit. Ce sont des freins à disque situés à l'avant et à l'arrière, et surtout ils sont refroidis, ces freins. On pulvérise de l'eau dessus, c'est pour ça que l'on voit, regardez. Le panache de fumée, oui, exactement sur les disques. Et oui, rendez-vous compte, plus de 1000 chevaux, il faut absolument que ça freine fort. Et il y a un réservoir de 200 litres pour justement... Trentaine de minutes de course. Ouais, de 200 litres d'eau, hein. 200 litres d'eau pour refroidir les freins. Pour refroidir les freins, donc c'est vous dire si il faut vraiment pas rigoler avec ça, et puis arrêter ça sans frein. Oui, c'est pas impossible. Les mêmes problèmes qu'une monoplace, parce que ça dans un bac à sable, ça s'arrête pas, hein. Non, ça le traverse. Complètement. Avec là, on était pour la deuxième course, une grille inversée en ce qui concerne on part, une grille de départ établie dans l'ordre du classement de la première manche, avec inversion des positions pour les 6 premiers. Et la victoire revient aux Britanniques. Et oui, un Britannique qui roule en Coupe de France, Matthew Summerfield. Concurrent dans le championnat d'Europe et là on voit le Français Anthony Janiac, pour la 8e saison, qui roule en championnat d'Europe. C'est vrai que je commence à avoir un petit peu d'expérience, un petit peu de métier. Ce matin, on est parti pour des premiers essais libres donc sur le circuit du Mans. Circuit mythique, circuit envié par beaucoup de pilotes. C'est vrai qu'en camion c'est assez agréable. J'ai un bon feeling, je me sens bien sur ce circuit. Ce matin en essai libre, on arrive à être dans le top 6. On est dans des temps très serrés avec des pilotes bien affûtés avec de bons véhicules. Donc là vous venez faire des essais libres, vous êtes content des résultats? On est assez content, oui. C'est un circuit, comme je vous l'ai dit, sur lequel je suis assez à l'aise, mais le camion est plutôt bien. Pour une piste aussi détrempée, ça va plutôt bien. Je suis assez satisfait de mon camion et de mon équipe, oui. C'est la dernière course de la saison, donc tout va se jouer. L'objectif du week-end? L'objectif du week-end, c'est de maintenir notre 8e place au championnat. C'est vrai que le podium la semaine dernière en Espagne nous a bien aidés. Bon, nos concurrents sont vraiment à quelques points derrière, donc il faut vraiment conserver cette 8e place au championnat
qui serait extraordinaire pour notre équipe et pour nos sponsors, pour tout le monde. Donc de toute façon, ça continue l'année prochaine et encore d'autres années. Oui, l'année prochaine, j'espère aller encore un petit peu plus devant et vraiment offrir aux spectateurs du Mans, pourquoi pas des victoires et pourquoi pas ce week-end essayer au moins de faire de très bons résultats et mettre la France au plus haut niveau ce week-end. Alors à noter qu'Anthony Janiec, un des représentants français en championnat d'Europe, et non seulement pilote, mais a monté sa propre écurie. Et comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, il a commencé par une carrière en monoplace, notamment en Formule 3, avant de bifurquer vers les courses camions. Ouais, c'est un vrai pilote de monoplace. C'est pour ça que je vous dis cette discipline est intéressante parce qu'il y a plein de pilotes de tout horizon qui arrivent dans cette discipline. Regardez un petit peu si c'est chaud au départ. On le rappelle, sur la première course du championnat d'Europe. Et là, il faut que ça passe, hein, il faut que ça rentre. Et vous voyez, ça passe à deux de front. Et il y a des contacts un petit peu en permanence. Et à la sortie, on arrive à avoir une seule file. Mais c'est vrai qu'avant, c'est quand même relativement impressionnant. Alors là, il faut respecter vraiment les limites de la piste. C'est un petit peu aussi la différence dans cette discipline. C'est qu'il est très 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 facile de passer par-dessus toutes les bordures. Mais la hauteur de caisse, comme vous pouvez le voir sur les côtés, eh bien, elle est pas si haute que ça. Et avec des pénalités qui tombent de la part de la direction de course si on ne respecte pas, si on va au-delà des limites, ça se traduit par un passage obligé par les stands. Regardez ces petits piquets que vous voyez à l'écran, il ne faut surtout pas les dépasser, sinon c'est un avertissement quasi assuré. Oui, ce qui a été assez intéressant, on a pu le voir cette semaine, France Piron a reçu Anthony Janiec dans Midi Sport et c'était vraiment très très sympa de voir ce pilote qui était très très humble et en même temps qui avait envie d'aller bien sûr faire la course, mais qui partageait vraiment une vraie passion pour le camion. C'est ça l'esprit en fait des courses en camion. Et je pense que c'est un petit peu différent de ce que l'on a l'habitude de voir, où tout le monde a envie de se prendre la tête en monoplace par exemple. Et les pilotes vont se prendre la tête pour aller un jour ou pas en Formule 1 ou en 24 heures du Mans. Et bien là, c'est faire du camion pour faire du camion et pour se faire plaisir. Et dans une course très très élevée au niveau du championnat. Donc c'est quand même relativement très intéressant. À noter qu'en arrivant pour cette manche de championnat d'Europe, 3 pilotes étaient en lice pour le titre. Antonio Albacete, un pilote espagnol, déjà multiple champion d'Europe. Norbert Kiss, un Hongrois, ce serait une première victoire pour lui. Et Jochen Hahn, également champion en titre. Ces 3 pilotes, en fait, tout va jouer pour cette finale. Et à l'issue de cette première course, eh bien, la victoire revient au Hongrois Norbert Kiss, devance Jochen Hahn et Antonio Albacete, autrement dit les 3 prétendants au titre. Alors là maintenant en plus ce qui est bien c'est que l'on va voir des courses sous la pluie. Et là on avait vu un peu de glisse, mais aujourd'hui c'était un petit peu différent. En tout cas dimanche c'était très différent. Là c'est la deuxième course du meeting, c'était samedi soir, encore une piste sèche et une grille inversée en ce qui concerne les 8 premiers. On part dans l'ordre du classement de la première course. Et en inverse avec du coup une course où on marque un petit peu moins de points, le coefficient est divisé par 2. Alors le problème c'est que là avec une puissance aussi importante, on est tout de suite à l'air le premier contact. Attention Anthony Janiec là qui part en tête à queue. Oula, ça doit être assez inconfortable. La cabine avec ce peloton. Ouais bah ça passe avec les tracteurs là de 7,5. On doit pas être. C'est pas très protégé quand même. Ça doit être assez inquiétant. Là ça se pousse un petit peu, ça se pousse un peu beaucoup et ça part encore à la faute. On vous parlait de spectacle, on s'est pas trompé jusque là, on n'est pas déçu. Et là c'est une des féminines, Steffi Alm. Voilà, il y a 2 féminines, il y a Steffi Alm et Hélène Laure. L'ancienne pilote de F3. Et la victoire pour Marcus Bossinger devant Adam Lacot avec le camion numéro 55 rose et blanc. Et la 3e place pour Norbert Kiss qui, il avait déjà fait 22 podiums cette saison. Si on additionne la victoire en première course et la 3e place dans la 2e, ça en fait 24. Il faut arrêter 5 tonnes 8 au freinage. Bon, c'est quand même... mais en même temps, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a obligation, vous voyez, il y a des camions plats et 2 camions qui sont différents. Et bien, le plus important, c'est d'avoir la même répartition des masses.
Et en fait il y a 3 tonnes 3 sur l'essieu avant pour les véhicules équipés de freins à disque et 2 tonnes 2 sur les essieux avant pour ceux qui sont équipés de freins à tambour en l'occurrence. Et la boîte de vitesse est bien sûr automatique est interdite. Allez, on passe à la Coupe de France. On est le dimanche matin, le 2e jour. Et c'est là où le titre va se jouer avec, eh bien, pourquoi pas, la possibilité pour Rabino de décrocher le titre face à Lionel Montagne. Vous le voyez, Lionel Montagne ici avec le numéro 2. Il est un peu plus englué dans le peloton. Et on le rappelle, il n'y a pas de pneus pluie sur ces camions. Ce sont les mêmes pneus. D'où la difficulté à trouver l'adhérence. Et là, c'est vrai que pour arrêter avec l'inertie que cela représente, il y a un grip de folie, mais il faut vraiment avoir des œufs sous la pédale, comme l'on dit. L'accélérateur bien sûr pour pouvoir gérer la motricité. Et la bagarre en tête, vous avez Thomas Rabino avec le camion rouge poursuivi par le numéro 10, mais c'est pas son rival pour le titre, ce n'est pas Lionel Montagne. Et regardez la victoire dans cette 3e course de la Coupe de France pour Thomas Rabino, et c'est synonyme de titre. Il remporte la Coupe de France, c'est fait avant la 4e et dernière course du meeting. Rabino qui s'était imposé déjà au Castellet cette année, qui s'est imposé aussi à Charade. Et là, au Mans, c'est sa 3e victoire. Il est en forme. Qui arrive là, qui est avec le camion noir là, en 3e position de ce peloton. Et bien qu'il va devoir céder ses espoirs de titre. Et en cours en famille chez Rabino, puisqu'il y a Thomas et Jérémy. Et on va écouter justement la réaction du vainqueur de la Coupe de France 2014 de camion. Alors là, je pense qu'on va... Bon, il n'y a pas forcément de système radio. On va le tour d'honneur déjà avant de retrouver le tout nouveau vainqueur de la Coupe de France. Le tour d'honneur. Ouais. Avec on va en parler, c'est un week-end, il y avait beaucoup de spectateurs, plus de 55 000, donc record d'affluence battu par rapport aux années, aux éditions précédentes. Mais c'est tout un week-end en fait, il y a une ambiance, c'est vraiment un week-end dédié au camion. Ouais, Thomas Rabino ici, qui peut être très très heureux d'avoir gagné. C'est vrai que la CO a fait ça d'une manière magistrale. Ils ont même fait une web TV, enfin on pouvait vraiment suivre la course pendant tout le week-end. On en a bien sûr profité nous aussi pour mieux vous raconter cette course. Et c'est vraiment génial ce qu'ils ont mis en place. Le nouveau lauréat de la Coupe de France Camion. Bravo Thomas, il fallait le faire décrocher ce titre avec des conditions de course pour cette course 3 du week-end qui était effectivement très difficile. Oui, parce qu'il pleuvait pas mal et pour une petite anecdote, mes essuie-glaces ne marchaient plus, donc ça a été assez, assez mieux compliqué. être devant dans ces cas-là, c'est sûr. Bon, j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin et voilà, avec le cumul des points de toute la saison, là je suis titré champion. Voilà, même si je participe pas à l'autre course, on va dire c'est bon quoi. Vous êtes mathématiquement irrattrapable. Quelle saveur a ce titre pour vous ? Bah, ça fait quand même plaisir, ça fait 4 ans que je fais la Coupe de France, chaque année je progresse, j'ai fini 6e, 5e, 4e, 3e, et puis cette année premier, et puis ça n'a pas été simple, j'avais quand même beaucoup de concurrents et très relevés, donc il a fallu bosser pas mal sur le camion, et puis y aller quoi. Il y a 2 options finalement, Thomas, pour 2015. Soit défendre votre titre en France, soit pourquoi pas passer carrément une saison complète en Europe. Qu'en sera-t-il ? Pour l'instant, on ne sait pas. Après, tout dépend des sponsors. S'il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Mais j'espère au moins faire la Coupe de France et pourquoi pas la Coupe d'Europe. Ça me plairait aussi. Et ben, la Coupe d'Europe, on y vient justement avec la 3e course sous la pluie. Il y a eu 2 tours, d'abord sous régime de voiture de sécurité pour s'habituer aux conditions. Et pour finir avec Thomas Rabino, il a quand même été vainqueur des 24 heures camion en 2011 et 2013. Il monte en puissance comme il dit, mais il est déjà plus que présent sur ce parcours. Et en tête de la course, on retrouve Norbert Kiss, victorieux de la première course, 3e de la course 2. Poursuivi par Antonio Albacete, l'Espagnol, c'est lui qui était le leader au classement en arrivant au Mans.
Là sur le circuit Bugatti détrempé, ça c'est vraiment pas évident parce que vous voyez la Rigoldo elle est vraiment là pareil hein, comme en monoplace on décale les trajectoires, on ne peut pas se permettre de rentrer sur la corde. Et oui parce que le bitume on est en contre-trajectoire comme en Formule 1, comme dans toutes les disciplines. Le bitume se remplit d'huile, d'un peu d'essence et surtout de pneumatique, donc il est beaucoup moins abrasif et c'est pour cela qu'on va aller chercher une trajectoire un peu plus à l'extérieur comme vous le voyez ici. Parce que ce bitume là, eh bien, il est un peu plus abrasif parce qu'il n'est pas bouché par les pores de la gomme, avec la gomme. Et donc ça permet d'avoir beaucoup plus d'adhérence et les pilotes le savent bien. Et regardez le leader, Norbert Kiss, poursuivi par Antonio Albacete. En jeu, et il y a peut-être la possibilité pour Norbert Kiss de décrocher le titre dès la 3e course. On voit également le Français Anthony Janiek à la lutte avec Adam Lasco, victorieux de la 2e course, et des conditions de visibilité assez déplorables, il faut bien le reconnaître. Et voilà, Anthony Janiek qui est vraiment voilà, qui arrive à tirer son épingle du jeu dans cette portion. C'est le chemin au bœuf, c'est ça Franck? Oui, et ce qui est assez incroyable, c'est que l'on arrive très vite à 160 km/h puisqu'on est bloqué à cette vitesse de 160 km/h. Donc malheureusement, on pourrait penser en voyant ces camions que l'aspiration joue un rôle énorme. Sauf que non, puisqu'on est déjà tout de suite à 160 km/h, donc quoi qu'il arrive, et les camions sont tous suivis avec des balises GPS et on ne peut tromper personne parce que immédiatement quand c'est au-dessus de 160 km/h, ça se signalise et c'est une pénalité, jusqu'à 4 pénalités par 10 secondes et après c'est la mise hors course, donc on ne peut pas tricher, vous voyez. Eh bien, le camion numéro 1 ici, il est à 5 mètres et il restera à 5 mètres. Voilà, on ne gagne pas. Et non, on peut pas, on est limité. Il n'y a pas de DRS, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a... pas de DRS. C'est une bonne question, Vincent. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'aileron non plus. Il n'y en a pas. Il y a des écarts qui se maintiennent, mais la différence se fait avec peut-être également des difficultés pour repérer les marques de gasoil en fait, qui peuvent être également très glissantes avec ces trajectoires extérieures qui, voilà, c'est assez difficile à repérer, et des différences qui peuvent se faire au freinage en fait, et surtout au freinage et au dosage de la réaccélération. On voit que c'est très facile de partir en travers, mais même en plein milieu de la ligne droite dès qu'on met un coup de gaz. Ah, c'est pas évident, et là sous la pluie c'est impossible de voir ce genre de traînée. Voilà, ça part au large ici pour à moins que ce soit un choix de trajectoire pour Antonio Albacete. Mais ça passe. Il est harcelé par David Vraski et son Freightliner. Et puis, eh bien, en 4e position, frappé du numéro 1, c'est Joran Hahn, le champion en titre, le pilote allemand. Avec, eh bien, vous le voyez, le leader Norbert Kiss qui s'échappe un petit peu, qui se tient en dehors de la zone à problème, on va dire. Alors, je vais vous trouver les temps autour de ces camions sur le sec pour vous faire une comparaison quand même, parce que c'est quand même assez impressionnant. Quand on parle plus de 1000 chevaux, ça peut faire comprendre aux gens tout de suite que ça va extrêmement vite. Alors pour vous donner un ordre de comparaison, en accélération pure, pas de 0 à 100, et ces camions-là accélèrent plus fort qu'une Porsche Turbo. On parle d'une GT3, de 0 à... surtout pas de 0 à 100. De 40 à 160. Voilà, exactement, de 40 km/h à 160. On peut la comparer effectivement, cette voiture, à une Porsche GT3. De 0 à 100, non, malheureusement. On arracherait absolument toutes les transmissions pour passer autant de coupes. Regardez sur ce gros plan ici, à la réaccélération dans la ligne droite des stands. Et un des gros avantages avec des roues aussi hautes, aussi imposantes, il y a assez peu de risques d'aquaplaning. Et surtout, il y a 4 courses par week-end, donc quand vous prenez sur la course 1 et 3, il y a 20 points, sur la course 2 et 4, il y a 10 points, donc on peut faire des gros scores sur chaque week-end, mais ça impose d'être régulier tout le week-end. On ne peut pas faire n'importe quoi, pousser son petit camarade comme ça, parce qu'il y a vraiment tous les week-ends des gros points à prendre dans toutes les manches pour aller chercher le titre. Donc ça c'est important, et je pense que c'est une bonne décision, c'est une bonne solution.
et on voit les pilotes assez fair play. On ne peut pas faire n'importe quoi. Faut tenter une attaque, faut essayer de se décaler, de trouver une ouverture. Se faufiler. C'est pas évident. Beaucoup de survirage, hein, vous voyez, c'est... Dès qu'on touche tout de suite. un vibreur, une bande de peinture, tout de suite, immédiatement, et bien la sanction, c'est le travers. Regardez, avec, on le voit là, Joren Hahn avec le camion numéro 1. On a ces différentes trajectoires. Hein. On a cette croisée, décroisée pour trouver l'ouverture. Ça paraît assez dur. Alors que là, ça va être peut-être une attaque par l'extérieur pour Joren Hahn avec le numéro 1. Une belle résistance de David Vrecki avec le 33. Voilà, ça part un peu, ça s'ouvre pour le 33 et voilà, c'est passé pour Joren Hahn, la 3e position. Et bien là, c'est quasiment les positions au championnat, hein, avec en tête Norbert Kiss, suivi d'Antonio Albacete et Joren Hahn. Il n'y a qu'un seul pilote qui n'a pas été titré dans le lot, et bien c'est le leader, Norbert Kiss. On va vous parler un peu du palmarès de Norbert Kiss, qui en fait a découvert sa passion pour les sports mécaniques par le biais des jeux vidéo. En 2006, il a remporté la Renault Clio Cup hongroise, c'était la coupe la plus populaire dans son pays. En 2007, il est passé à la Seat Leon Super Cup, toujours en Hongrie, et il a remporté le titre, un titre qu'il a défendu et gagné en 2008. En 2009, le championnat national de monoplace avec une Formule Renault. En 2010, la Seat Leon espagnole, avec une victoire, une pole position et plusieurs podiums. En 2011, le Maserati Trofeo au Hungaroring, où il a remporté les 2 courses du meeting. Et il est passé au camion avec une victoire, une 2e place et une 3e place dès sa première moitié de saison. Et puis ensuite il est monté en puissance jusqu'à se retrouver 3 ans plus tard à jouer le titre européen. Alors vous en parlez tout à l'heure, hein, c'est un peu plus de 2000 chevaux, c'est 5 tonnes 3 et c'est surtout donc 1 minute moins vite qu'une Formule Renault 3.5 ici sur ce circuit du Mans. Donc c'est assez conséquent, mais comment voulez-vous aller plus vite en étant limité à 160 km/h? Et avec un rapport poids puissance certainement très différent. Donc c'est vrai que si on libérait tout de suite la vitesse de ces camions, ce qui deviendrait quand même assez chaud, on va dire. Voire dangereux, même, dangereux parce qu'aller vite c'est une chose, mais après il faut arrêter la bête. Et là, effectivement, ça deviendrait, bien sûr cet écart serait énormément réduit. Mais le problème c'est après, faut la sécurité sur les circuits. Pourquoi on a limité? C'est parce que vous voyez, les rails, ce sont les mêmes rails que quand l'on court en voiture ou ne serait-ce qu'en moto. Et pour arrêter une machine comme celle-ci avec un rail, c'est pas gagné. Donc il fallait absolument faire quelque chose pour cela. Et je pense que c'est vrai que 160 c'est un petit peu dommage quand on voit que l'on peut prendre 2,40 avec ce genre d'engin, mais il fallait de toute façon pour la sécurité faire quelque chose et ne pas mettre la vie d'autrui comme les commissaires bien sûr en danger, puisque le pilote lui il est bien harnaché dans le camion. Et surtout maintenant ils ont aussi le système HANS qui est obligatoire par rapport à la FIA. Donc c'est ce système qui tient le cou, la tête qui passe sous les sangles. Et regardez ici, c'est une belle manœuvre, une belle attaque, et on ne s'appuie pas trop, hein. On ne s'appuie pas trop parce que ça peut faire tout de suite beaucoup de dégâts quand même. Gros dégâts. Ouais. Une boîte de vitesse, faut le savoir, elle pèse 600 kg. Voilà. Faut le savoir. Donc forcément, s'il faut la remplacer, il faut beaucoup de monde et ça va prendre pas mal de temps. Et en termes de trajectoire, là, la part des pilotes sous la pluie, vous trouvez, est-ce que c'est ressemblant à ce qu'on peut voir en voiture, où on peut s'autoriser quelques... Ils sont un petit peu moins décalés que l'on pourrait le penser sous la pluie. Je parlais de contre-trajectoire tout à l'heure et je suis assez étonné parce que là, vous voyez, bon, ça rentre sur la trajectoire, même si ça glisse un petit peu plus. Après, ils sont sur le point de corde, sous le 2e point ici. Donc, ouais, ils sont à la corde. Donc, voilà, mais ça pèse relativement lourd, donc automatiquement, bon, ça peut jouer aussi. Et là, c'est des conditions assez difficiles hein, quand même sous la pluie. Il faut avoir une certaine finesse de pilotage, alors que l'on l'a vu tout à l'heure hein, quand on a ouvert sur le sec, c'était un peu plus dur en pilotage. Et d'ailleurs il nous contait notre ami Anthony Janiek que c'était relativement facile à piloter
contrairement à ce que l'on pouvait penser, que c'était pas si terrible que ça physiquement, et que c'était bien sûr très sympa à conduire, mais il disait que ça pouvait être assez facile. Alors c'est ce que disent tous les pilotes, y compris on a beaucoup interrogé les féminines du plateau, que ce soit Hélène Laure qui a déjà une certaine habitude et du sport automobile parce qu'elle a roulé en Formule 3, elle était la première et jusqu'à présent la seule femme à remporter une course de DTM, et également des participations au Dakar en catégorie camion. Mais également eh bien sa consoeur qui disait non, c'est très facile et ça paraît dur à croire. Déjà d'une part parce que ce sont des pilotes assez aguerris. Et voilà, tout le monde a tendance à dire non, c'est facile. C'est facile. Pour eux. Tout est relatif, hein. Il y a pilotage et pilotage. À mon avis, c'est facile d'aller vite, mais c'est aussi très dur d'aller très vite, hein. C'est comme toutes les disciplines. Et c'est clair que c'est accessible, on va dire. Après, il faut une certaine maîtrise et j'aimerais bien un jour quand même essayer ce type de camion pour pouvoir voir les sensations que l'on peut avoir. À mon avis, c'est assez énorme. Et la grande différence entre ces véhicules et les véhicules que l'on a l'habitude d'avoir, c'est que nous, on a les yeux à peu près à 50-60 cm du sol. Et vous passez sur un vibreur, vous avez le fond plat qui touche, vous êtes tout de suite au courant. Là, on est quand même pratiquement à 2 mètres du sol. Et les bordures, il faut juste respecter les lignes blanches qu'il y a sur le bas-côté, parce que, bon, ça, à part déséquilibrer le camion, c'est vrai que, et puis bien sûr, c'est aussi de la peinture, donc sous la pluie, la peinture, ça glisse énormément, donc il faut y faire très attention parce que c'est facile de partir à la faute. Mais c'est sûr que le pilotage, on a une vision totalement différente. Et voilà, il faut vraiment un jour que j'essaye ce genre de véhicule. Et en termes de sensations, parce que c'est vrai qu'on... Vous voyez là passer, excusez-moi Vincent, mais passer là où il est passé avec le camion en monoplace, c'est pas possible. Ne serait-ce que ici, ça paraît pas grand chose, mais ici c'est pas possible. Déjà parce que vous avez de la peinture et tout de suite vous partez en tête à queue. Et parce qu'il y a un petit décrochement et le fond plat il a déjà cogné. Alors moi je veux en venir en termes de sensations. C'est vrai qu'en monoplace ou en sport automobile en général, on a tendance à être assis au plus bas de la voiture pour une raison de répartition de centre de gravité, pour la baisser au maximum. Là on est en hauteur, est-ce qu'on risque pas de perdre un peu en sensation, parce qu'on a tendance à dire qu'on la ressent dans le bas du dos un véhicule. Non, alors là même si je n'ai pas encore essayé, il y a une chose qui est très importante dans n'importe quel véhicule. J'ai roulé avec un Pro Truck en rallye raid. C'est haut, ça a 60 cm de débattement de suspension. Et vous pourriez penser justement que parce que vous êtes plus haut, on n'a pas de sensation. À partir du moment où vous êtes très serré avec le baquet, vous êtes harnaché mais vraiment très fort, et c'est ce qu'il faut pour faire corps avec le véhicule, quoi qu'il arrive, vous ressentez tout. C'est d'ailleurs grâce à ce phénomène que les pilotes arrivent à régler bien sûr tout ce que l'on peut rouler sur une piste. C'est vraiment en étant serré très fort, en faisant corps avec le baquet, qui lui fait corps avec la machine, qu'on arrive à percevoir toutes les sensations. Et ces pilotes-là, bien sûr, arrivent à déceler le sous-virage, le sur-virage avec une finesse et une dextérité incroyable. Et ça, c'est clair. J'ai pas besoin d'aller plus loin pour vous dire que ça, c'est la base de tout. Alors, on va revenir à la course avec, eh bien, toujours en tête Norbert Kiss, qui, si les choses restent en l'état, pourrait décrocher son premier titre de champion d'Europe et devenir le premier Hongrois à remporter le championnat d'Europe de camion. Anne s'est fait repasser avec le numéro 1 par David Vrecki et le 33. Voilà. On se bagarre toujours pour la 3e position. Et devant, Albacete avec le camion rouge frappé du numéro 2. Eh bien, c'est un petit... on va pas dire isolé, mais il est en 2e position, assez loin derrière Norbert Kiss, le leader, est protégé par rapport à David Vrecki, le Tchèque. Ouais, parce que Albacete, il roulait en Formule 3000. C'était à mon époque, donc voilà, il a fait pas mal de parcours depuis. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est carrément bien installé dans cette discipline. Il est 3e de ce classement général. Et triple champion d'Europe 2005, 2006 et 2010. Donc c'est vraiment la référence. Et c'est peut-être un moyen de prolonger sa carrière, parce qu'Antonio Albacete, on le voit, est toujours très performant. Et il approche bien des 50 ans. Donc on peut courir longtemps. On l'a vu avec Noël Crozier, jusqu'à 70 ans passés, faire des résultats. Et pour tout vous dire, je me suis posé la question il y a 2 ans, pas plus, pas moins.
de prendre des contacts et de venir dans ce championnat d'Europe de camion. Je commençais à me renseigner un petit peu parce que j'avais vraiment envie de, pourquoi pas, de venir dans cette discipline. Et vu le contact qu'il y a, vu l'engagement qu'il y a avec tous ces pilotes là qui vont un peu au combat, c'est assez intéressant. Bon, là sous la pluie c'est très différent parce qu'on a tellement d'inertie qu'on n'ose pas trop. On n'ose pas trop aller au contact parce que là ça part tout de suite en dérive. Ils sont à la limite du grip, du pneu. Mais sinon c'est vrai que c'est une discipline qui est très sportive et très spectaculaire. Et là où je suis étonné par rapport à des courses de voiture, on voit assez peu de blocage de roues. Vous voyez, sur la réaccélération, ils sortent au point de corde. Ils sortent au point de corde parce que il y a tellement de chevaux, si on va sur la partie de la trajectoire normale, impossible de faire passer toute la puissance du moteur. Donc là c'est vrai que sur la réaccélération il se décale beaucoup plus. Oh là, ça a freiné très tard, ouais, et ça tout passe. Droit pour David Vrecki, ça passe par le bac à sable. Et c'est transparent. Et Joran Hahn qui récupère la 3e place. Le bac à sable, vous perdez pas de temps là. Non. Alors qu'en voiture c'est beaucoup ah bah c'est déjà posé. Ouais. C'est déjà posé. Voilà, il doit avoir un problème d'ailleurs parce que ça fait 2 fois. Il a failli aussi y retourner. Voilà, beaucoup d'inertie. Et au freinage, on va regarder. On ne perçoit pas franchement de blocage des roues, donc soit pour aucun des camions, mais est-ce que c'est la même répartition à l'avant et à l'arrière? Est-ce qu'il y a des... C'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Je vous remercie de m'avoir posé, Vincent. Juste une chose, quand on a vu un petit peu au milieu du virage, vous avez pu voir la cabine qui bougeait énormément. On a l'impression que le pneu prend du carrossage négatif. En fait, non, pas du tout. C'est vraiment la cabine qui prend de l'inertie et qui se déplace. Mais c'est comme, par contre, une chose est sûre, c'est comme c'est exactement pareil qu'en monoplace. Les trains sont réglés au millimètre en ce qui concerne les géométries, pinces, ouverture, carrossage. Vous voyez, donc l'inertie de la cabine. Et que l'on pourrait penser que les roues prennent du carrossage négatif. Non, pas du tout, même quand on braque. Alors on va suivre justement David Vrecki. On l'a vu faire un tout droit tout à l'heure au tour précédent au chemin bleu. Il a failli repartir à la faute tout juste derrière. Pour l'instant, il se maintient en 4e position. Mais bien sûr, Joran Hahn, lui, en a profité pour s'échapper. Ah voilà, ils sont quand même au milieu de la piste. Ils ne sont pas vraiment sur la trajectoire idéale. Et vous voyez toute l'inertie. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'inertie sur le freinage. Vous avez vu, devant, derrière, ça ne bouge pas trop. En revanche, c'est vrai qu'en roulis sur droite-gauche, il y a un peu plus de mouvement de caisse. À noter qu'à la base, ce sont des tracteurs qui sont issus de la série. Bien sûr, ils sont réaménagés, préparés pour la compétition avec déjà désossés pour gagner du poids. Mais on se rapproche de modèles existants, bien sûr. Et on suit Norbert Kies qui les courses durent à peu près une demi-heure. En général, c'est le maximum que les freins peuvent endurer. En fait, c'est la limite pour ce type de course. C'est peut-être pour ça que l'appellation 24 heures camion est usurpée, mais dans la Sarthe, les 24 heures, c'est une marque de fabrique. Ouais, c'est clair que l'ACO, les vrais 24 heures, c'est à l'ACO. Que ce soit pour les camions, que ce soit pour la moto, que ce soit pour l'auto, c'est vraiment, ça leur appartient. Et ils ont une gestion de la course de 24 heures qui est unique au monde. Quand on voit que ce soit au niveau de la sécurité, de la direction de course, quand on voit au niveau des commissaires, j'ai fait pas mal de choses avec les commissaires de l'ACO. C'est un grand club, c'est un beau club aussi. Il y en a partout en France et c'est vrai que tous les commissaires que vous voyez là, par exemple en orange, eh bien ils souhaitent aller aussi sur les 24 heures camions parce que c'est extraordinaire de partager un moment entre eux et ça fait vraiment partie des courses phares pour ce club cette association de commissaires. Alors regardez une des féminines avec le numéro 16, c'est Hélène Laure, on en parlait tout à l'heure, elle a roulé en Formule 3, elle a gagné une course en DTM, elle a le camion numéro 16, donc à la poursuite de José Teodosio, le pilote portugais sur un camion Renault, un Magnum.
le virage du raccordement. Elle fait partie de la même équipe qu'Anthony Janiek, Hélène Laure. C'est deux pilotes vraiment filière monoplace Formule 3, hein, les deux. Ouais, c'est quand même... sur la pluie, il faut maîtriser quand même pas loin de 1600 chevaux. Et un couple de 5000 newtons, c'est de vous dire si c'est énorme. Et ça représente une poussée sur les pistons de 30 tonnes. C'est un truc incroyable. Et surtout, ce qui est surprenant dans ce montage, c'est que les moteurs sont limités à 3000 tours. 3000 tours. Donc c'est la puissance en elle-même, mais vraiment trapue. Et il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye ça. Faire un dosage sur la pédale d'accélérateur qui doit être pas sous la pluie. sensible. Je suis peut-être pas assez fin pour aller avec ça sous la pluie. Je pense que faut que j'essaye quand il fera beau. Et après sous la pluie. Et ouais, et bien après sous la pluie, parce que là on a des funambules là. Ce sont des funambules au volant. 1500 chevaux sous la pluie. Je suis pas prêt encore. C'était pas loin avec la Formule 1 à l'époque de la LG, mais on était à 700 chevaux. Attention pour Antonio Albacete qui s'en sort. À mon époque, on était à 750 chevaux sur la Formule 1, mais c'était pas les mêmes. On avait beaucoup d'appui. Et des pneus pluie, hein, ce qui n'est pas leur cas, on va le rappeler. Pluie. Et là, c'est quand même ils ont les mêmes pneus, hein, c'est des pneus rainurés, hein, attention. Hein. Oui, des pneus rechappés. Voilà. Les pneus rechappés sont interdits, ce sont des pneus rainurés. Voilà. C'est le même modèle de pneus. Sur le sec et sur la pluie. Voilà, ne pensez pas qu'ils roulent en pneus slick. Ils sont vraiment en pneus, c'est les mêmes pneus justement. Et avec David Vrecki, le quatrième, qui se fait un petit peu décroché, qui est en train de se faire remonter, me semble-t-il, par Adam Lacot, avec un autre Freightliner. Voilà, là, on empiète vraiment énormément hein, à la chicane. Là, regardez, là, vous voyez les plots là, à ne surtout pas dépasser, parce que là, c'est une pénalité quasi assurée. Hop là. Il ne faut pas grand-chose pour ça décroche. On a vu les deux camions suivre et voilà, ça joue à peu de choses hein, pour que ça parte. On parlait tout à l'heure des 24 heures camions, mais c'est clair que c'est pas que la piste. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a un changement de roue aussi dans le cadre des 24 heures camions. Il faut changer les roues des camions et c'est justement Monsieur Crozier qui s'est imposé cette année en changement de roue avec son équipe. Donc on est sur la ligne droite devant tous les spectateurs. Les camions sont en face façon épi et ils vont courir pour aller changer la roue, revenir derrière la ligne. Et c'est quelqu'un qui va changer la roue et ensuite il y a des relais et ça se finit quand le pilote il est installé dans le camion, qu'il a fermé la porte. Et c'est Noël Crozier qui s'est imposé cette année. Il y a aussi du gymkhana avec ces camions. Ça aussi c'est quelque chose de très sympa. Donc c'est vraiment la grande fête du camion. Il y a des défilés également de véhicules qui sont décorés, qui sont peints. Il y avait un concert, un feu d'artifice. Il y a des activités en fait pour toute la famille et pas seulement et uniquement de la compétition. Il y avait la grande roue également. On est vraiment dans l'ambiance 24 heures du Mans avec tout ce que ça implique avec un village. Et je vais vous faire quand même deux confidences, mon cher Vincent. Allez. Ouais, oui, parce que quand j'étais tout petit, je rêvais, et je vous promets, je rêvais d'être routier. Bon, moi, quand j'étais tout petit, je voulais rouler. Et je vous le dis très sincèrement et humblement, j'avais dans ma chambre des photos de ces camions à l'époque. Et j'avais des photos de camions de la route. Je voulais être absolument routier pour être tout seul et rouler. Et pour moi, ça a été, cette discipline-là, elle a été... je suis très content d'être avec vous sur l'équipe 21 parce que je vis un peu un rêve d'enfant. Mais elle a été une discipline pour moi à la base de tout. Voilà. Eh ben, en tout cas, on a un nouveau champion, il est hongrois. Ne pleurez pas en régie, je vous promets que c'est vrai. C'est vrai. Non, mais on ne savait pas. C'est vrai. Et alors, c'est un rêve jamais assouvi. Vous n'avez jamais conduit un tracteur, que ce soit de compétition? C'est que non, mais même un normal. Pour un pilote, vous savez, rouler, être tout seul dans un camion, faire des bornes et que personne ne vous embête, c'est génial. Quand vous voulez conduire dans votre vie, c'est génial. Voilà, c'était mon rêve d'enfant. Bon, c'est pas le plus important, hein, mais il faut le savoir. Que j'ai toujours eu de l'attachement pour cette discipline. Eh ben, on en apprendra sur l'équipe 21, parce que c'est vrai qu'en compétition, il y a l'occasion, tous
que les monoplaces sont transportés ou les voitures de compétition par des Smearborg. Donc on se dit c'est un rêve qui est possible à assouvir. Mais quoi. je parle souvent avec les truckies parce que vous savez, les truckies, ce sont ces chauffeurs justement camions qui amènent tout le matériel sur les pistes et à chaque fois je sympathise un peu avec eux. Et je vais même vous dire encore une autre confidence. Les deux parrains de mon fils sont des transporteurs. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et pour moi, c'est des gens qui ont des valeurs extraordinaires aussi. Et voilà, donc voilà, c'est ça aussi l'esprit des transporteurs, des camions, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, Yannick, quand il est venu, je vous le dis, quand il est venu ici, que j'ai entendu son interview, j'étais assez touché par cet état d'esprit. C'est exactement ça. Et on sent beaucoup de sportivité parmi les concurrents. On s'entend, il y a beaucoup de... Il n'y a pas de manœuvre bizarre sur la piste, un petit peu voilà, vicieuse. Ah, là, c'est tellement facile. C'est tellement facile d'emmener quelqu'un à l'extérieur et de le jeter que non, on peut pas se permettre de faire ça. Et on est ému, regardez dans le plan, Jeanne, il y a des pleurs, même de la part des mécaniciens et même pour Norbert Kiss, regardez. Des pleurs et des bisous, c'est tout ce qu'on aime dans le sport auto. Beaucoup d'émotions. Un rêve qui se concrétise et c'est fait avant terme. On pourra échapper au suspense insoutenable de la dernière course avec une grille inversée. Et on va écouter Norbert Kiss et après on partira en publicité. On a beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Ça fait maintenant 4 ans. On se bat pour arriver là, donc je suis vraiment très content. Voilà, ça y est, on y est arrivé finalement. L'équipe est super, les membres de l'équipe sont super. Les saisons précédentes, on a eu quelques petits problèmes, mais je suis ravi qu'on ait pu remporter le titre. C'est incroyable. L'année prochaine, le challenge, ce sera de conserver votre première place. Oui, probablement. Et en plus, il y aura peut-être une course chez moi en Hongrie, à Budapest l'année prochaine. Donc, ce sera une saison très excitante. Allez, pub, on se retrouve tout de suite après.